Bonjour. Et si les Britanniques revotaient? Et si, ayant enfin pris conscience de leur tragique erreur, cette fois, lors d'un second référendum, ils votaient bien? Ce fantasme, agité avec gourmandise par certains médias français, donne la mesure du trouble des esprits à propos de la démocratie et du caractère souverain du suffrage universel. Mais à propos, sommes-nous encore en démocratie ou bien nos institutions démocratiques, nos élections, nos parlements, nos référendums, sont-ils devenus des coquilles vides? Sommes-nous entrés en post-démocratie? Ce sera le débat de cette semaine avec nos deux invités, Anne-Sophie. On va commencer par vous, Manuel Cervera-Marzal, bonjour. Vous êtes politiste et philosophe. Vous êtes notamment l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Les nouveaux désobéissants, citoyens ou hors la loi ». Et c'est à ce titre nous vous avions invité très récemment, en avril dernier, sur notre plateau, consacré au mouvement Nuit debout. Et à vos côtés, Sophie Vanish, bonjour. Vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la Révolution française. Et alors vous avez publié en février une chronique dans Libération dans laquelle vous considérez que nous vivons, en France et en Europe, une période de post-démocratie. Alors, avant d'essayer de savoir si nous vivons une période de post-démocratie ou si nous en sommes menacés, on va essayer de définir ce concept encore mal connu en France, Anne-Sophie. Oui, qui a été élaboré par le politiste et sociologue britannique Colin Crouch dans un ouvrage publié en 2004 et traduit en français en 2013 seulement, et encore par une petite maison d'édition suisse. Alors pour Crouch, une société post-démocratique, c'est une société qui continue d'avoir et d'utiliser toutes les institutions de la démocratie, à savoir un parlement, des élections, mais dans laquelle, comme vous le disiez Daniel, elles deviennent progressivement une coquille vide. Alors cette thèse a été repris depuis par la philosophe belge Chantal Mouffe ou encore par le politiste Yves Saint-Omer qui y consacre un très long papier dans la revue Le Crieur qui est paru en juin dernier. Alors, à l'époque de la publication de son ouvrage, Crouch n'estimait pas que les sociétés européennes étaient entrées en post-démocratie, mais il disait qu'elles y tendaient vraiment très sérieusement. Alors, selon vous, Sophie Vanish, quand on lit votre chronique, nous y sommes déjà. Les citoyens, écrivez-vous, n'ont plus de véritable pouvoir de contrôle sur leur devenir. Vous citez comme exemple le référendum de 2005, où les Français ont dit non au traité de constitution européenne et qui s'est pourtant traduit par le traité de Lisbonne en 2007, quasi à l'identique, et ratifié par le Parlement français. Vous citez également le référendum en Grèce en juillet dernier, c'était il y a pile un an, où les Grecs ont refusé à 61% l'accord proposé par la Troïka, laquelle Troïka s'est assise sur le vote du peuple grec, comme on l'a vu. Encore, nous aurons l'occasion tout au long de l'émission d'explorer ce champ de la post-démocratie, mais avant, c'est un autre référendum qui va nous intéresser, celui qui fait la une de nos journaux ces derniers jours, à savoir celui qui a conduit les Britanniques à voter pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et c'est peu dire que les médias français ont focalisé sur les déçus du scrutin. À Londres, des voix s'élèvent, parlementaires, intellectuels, pétitions ou rassemblements, comme vous le voyez ici, pour renoncer au Brexit. Un rassemblement est donc en cours en ce moment même. Bonsoir Clément Le Goff, vous êtes sur place. Des centaines de personnes sont rassemblées en ce moment à Trafalgar Square, un rassemblement qui pourtant avait été interdit cet après-midi par la mairie de Londres et les organisateurs. Devant le Parlement, ces étudiants ont pourtant décidé de continuer à faire entendre leur voix. Pas au nom de Londres, scande-t-il, pour rappeler que la capitale a voté à près de 60% contre le Brexit. Ces déçus ont même lancé une pétition, on l'a entendu, et une pétition qui, de JT en JT, n'a pas cessé de monter. D'autres réclament même l'annulation des résultats et un second vote. Sur Internet, cette pétition lancée hier rassemble déjà près de 2 millions de personnes. Ce soir, ils sont plus de 2 millions à avoir signé une pétition pour exiger un second référendum. Quant à la pétition réclamant l'annulation du Brexit et la tenue d'un second vote, elle rassemble maintenant plus de 3 millions de signataires, mais reste une action symbolique. Les Britanniques sont de plus en plus nombreux à signer cette pétition pour réclamer la tenue d'un second référendum. Et même si plusieurs milliers de signatures ont été jugées frauduleuses, avec plus de 3 millions de participants, c'est suffisant pour faire entrer le débat au Parlement
L'histoire n'est peut-être donc pas terminée. Non seulement elle n'est peut-être pas terminée, mais en plus les JT ont donné la parole à ces votants qui sont aujourd'hui des repentis. Dans les médias, la parole est aussi aux repentis du jour d'après. Adam fait partie des 52% d'Anglais qui ont voté le Brexit. Il le regrette désormais. Je ne pensais pas que mon vote aurait vraiment des conséquences. J'étais persuadé que de toute façon, la majorité voudrait rester dans l'Europe. Changer d'avis face aux conséquences qui se précisent pour le Royaume-Uni. Des Anglais favorables au Brexit avouent leurs regrets. Je retournerai au bureau de vote et je voterai pour rester, simplement parce que maintenant la réalité nous frappe de plein fouet et on regrette. Alors, différentes formes d'expression qui s'entrechoquent, le référendum, la pétition en ligne, la manif, le reportage médiatique. D'abord, pour commencer peut-être par le référendum lui-même. Alors, à la faveur de ce regret français de certains médias français du résultat du vote, on a entendu des remises en cause du genre du référendum lui-même. Est-ce que le référendum est aujourd'hui, est-ce que vous le considérez comme un outil démocratique ou pas ? Alors, l'usage d'un référendum, il dépend de la configuration, mais malgré tout, la manière dont on a recours à un référendum, c'est une manière très bloquée de produire le débat, puisque c'est oui ou non, et que c'est quand même plutôt une soupape de sécurité dans des régimes plutôt autoritaires, dans l'usage qui a été fait dans l'histoire du référendum, qu'une procédure qui permet l'élaboration d'un vaste débat. Après, il y a eu un vaste débat extrêmement violent, avec mort d'hommes, mort de femmes en l'occurrence, en Grande-Bretagne. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. Mais le fait est, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement bloqué et qui ne va pas produire du débat après. Une décision est prise par le vote lui-même, alors que c'est assez rare. Ensuite, quand on élit quelqu'un, il y a ce que va faire cette personne, tandis qu'il y a un devenir au vote. Là, il y a quelque chose qui est performatif, immédiat. Vous êtes d'accord, le référendum plutôt soupape de sécurité que vrai moyen d'expression démocratique, sachant qu'on peut aussi soutenir l'inverse, parce qu'on peut aussi soutenir que le référendum est finalement plus démocratique que l'élection de parlementaires, de représentants, à qui on va confier le soin de nous représenter au moyen d'un mandat qui pourrait éventuellement trahir au cours de leur mandat. Je vais y revenir, j'aimerais bien y revenir en tant qu'historienne de la période révolutionnaire. Alors, vous allez y revenir, mais juste sur le référendum. Sur la question de la démocratie directe ou non. Non, pour moi, ce qui est important, ce qu'a dit Sophie Vanish, c'est que le rôle du référendum, savoir s'il est démocratique ou s'il favorise plutôt des forces autoritaires, ça dépend de la configuration, ça dépend des conditions dans lesquelles ce référendum est mis en œuvre, de l'usage qui en est fait. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que c'est un référendum sur la question européenne et que quand on prend un peu de recul, alors simplement sur les 10 dernières années, mais ça a été mentionné. Il y a eu le cas de la France, il y a eu le référendum en Grèce il y a un an, et puis il y a eu ce cas quand même irlandais où en 2008, ils ont voté, ils ont dit non au traité constitutionnel européen. On les a fait revoter un an plus tard parce qu'ils n'avaient pas voté comme il fallait. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'un référendum peut en apparence se prétendre comme décisionnaire et en fait n'être que consultatif. On prend le pouls de la population et si ça ne convient pas à ce que ceux qui sont à la tête du pouvoir ont décidé, on s'en accommode et on fait différemment. Alors, si ça dépend des conditions, du thème ou de je ne sais quoi, si vous pouvez me donner un exemple de bon référendum à vos yeux, c'est-à-dire un référendum véritablement démocratique, dans lequel l'outil était adapté à la question posée, vous pensez à quelque chose en particulier ?